L'univers a créé un système solaire ne respectant aucune règle. D'ailleurs, il est la source de la plupart des grandes questions que l'on se pose. Nos observations et le développement de nos connaissances nous ont permis de comprendre beaucoup de choses concernant la formation, l'évolution, la vie et éventuellement la fin des étoiles et de leurs planètes. Et nous avons acquis une assez bonne vision générale. Bien entendu, toutes ces observations ont commencé dans notre voisinage direct. Quel meilleur exemple que le système solaire? Étant le plus proche, il était de toute manière le plus simple à étudier. Mais nous allons voir pourquoi le système solaire n'était peut-être pas une si bonne référence que ça. La théorie qui a été élaborée, c'est l'hypothèse de la nébuleuse solaire, suggérant, vous l'aurez compris, que le Soleil s'est formé à partir de matière provenant d'une nébuleuse. Elle était publiée par Emmanuel Kant en 1755, suite aux travaux d'Emanuel Swedenborg de 1734. De manière indépendante, un autre modèle équivalent, mais plus précis, a été développé par Pierre-Simon Laplace en 1796. Ces modèles d'origine contenaient de nombreux problèmes et de nombreuses inconnues qui ont été partiellement corrigés au cours du XXe siècle. Ce qui nous a amené au modèle de nébuleuse solaire que nous connaissons aujourd'hui, qui, bien qu'encore imparfait, est le plus communément accepté par les scientifiques pour expliquer la formation de notre système solaire et de tous les autres dans l'univers. Elle explique comment les étoiles se forment dans un nuage très massif et dense d'hydrogène moléculaire. Le nôtre était composé à 78% d'hydrogène, 20% d'hélium, 2% d'atomes plus lourds et 1% de grains de poussière. Petite précision, quand on dit dense, c'est dense en comparaison du vide spatial, qui équivaut à 0,5 atomes par centimètre cube. Celle du nuage qui a formé le Soleil était alors comprise entre 1000 et 100 000 molécules par centimètre cube pour les parties les plus denses. Ce qui est dense dans l'espace pourrait tout aussi bien passer pour du vide comparé à la Terre, avec son atmosphère composée de 53 milliards de molécules par centimètre cube. On estime aussi que la masse totale de la nébuleuse qui a formé le système solaire devait contenir entre 2 et 3 fois la masse totale du système solaire actuel. Imaginez donc la taille du nuage. Fort de nos nouvelles connaissances, nous sommes tournés vers le cosmos et nous avons dirigé notre attention vers nos voisines, de manière à étudier d'un peu plus près ce qu'il y avait autour de nous. Aller toujours plus loin grâce aux évolutions technologiques et au perfectionnement toujours plus important de nos outils d'observation, l'augmentation de nos puissances de calcul et le développement de nos modèles mathématiques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas été déçus, complètement subjugués par les puissances en jeu, par la violence des événements qui avaient cours un peu partout, dépassés par les dimensions complètement folles de certains objets célestes, mais qui en réalité n'étaient encore rien face à l'immensité qui nous entourait. Mais l'univers nous réservait encore bien des surprises. Car en étudiant les autres systèmes solaires, nous avons découvert des mondes encore plus étranges et extraterrestres qu'on pouvait l'imaginer. Surprenant au début, bien sûr, mais on savait que l'univers était immense et pouvait donc présenter une grande diversité. Nous avons alors continué de l'étudier, et à force d'études et d'observations, les choses sont devenues de plus en plus claires. Quelque chose nous échappait. Quand on observe notre système solaire, il y a de nettes tendances qui ressortent. Si on devait le caractériser de manière très simple, il est formé d'une étoile en son centre, qui est entourée d'abord de petites planètes rocheuses, plutôt légères, puis au-delà d'une ceinture d'astéroïdes rocheux et métalliques, on trouve des planètes géantes gazeuses, très massives. Puis, encore plus loin, des planètes gazeuses, toujours aussi impressionnantes pour nous, mais nettement plus petites. Et enfin, une autre ceinture, celle de Kuiper, formée majoritairement de gaz et d'eau gelée. Au-delà, aucune certitude n'existe, mais on pense que le nuage de Oort pourrait être une structure complexe d'un maximum de 2,5 années-lumière qui regroupe théoriquement les comètes. D'après nos connaissances, tout cela semble parfaitement logique en suivant le scénario de formation du système solaire que l'on connaît. Je vous résume ça très rapidement. Une étoile va se former petit à petit en différentes phases à partir de l'effondrement d'un nuage de gaz et de poussière. Au cours de ce processus, un disque protoplanétaire va se former autour de la future étoile. À l'intérieur de ce disque, des ébauches de planètes vont commencer à se créer. Puis, quand la fusion finit par démarrer au cœur de l'étoile, au plus proche de celle-ci, les gaz sont soufflés et dissipés. Ce qui, cumulé à la chaleur dégagée, va favoriser la création des planètes telluriques. Plus loin dans le disque vont se former les géantes gazeuses et froides. La matière qui ne sera pas utilisée pour créer des planètes sera ou éjectée, ou deviendra des planètes naines, des astéroïdes, ou voire même des comètes. Pour être honnête, tout n'est pas parfaitement compris, mais tout est cohérent. Sauf que plus on observe et on étudie l'univers, plus l'image qui nous revient est choquante.
Alors, est-ce qu'on n'aurait pas loupé quelque chose? Car notre système solaire semble bien différent de ce qu'on observe. À quel point différent, me direz-vous? Eh bien, assez pour se poser vraiment beaucoup de questions. Et même assez au final pour se demander si on avait vraiment compris comment tout cela fonctionne. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, faisons le point. Ce qu'on observe le plus couramment dans l'univers, ce sont des systèmes d'étoiles binaires ou multiples qui représentent plus de la moitié de ceux qui sont connus. Notre étoile, comme vous le savez, est toute seule. Est-ce que le Soleil aurait pu avoir de la compagnie à l'origine? C'est une éventualité qui est étudiée. Elle pourrait expliquer certains aspects potentiellement problématiques de notre système solaire, comme la grande densité supposée du nuage de Oort, ou bien encore l'orbite extravagante de l'hypothétique planète 9. Dans ce scénario, il aurait pu perdre sa compagne 100 millions d'années après sa formation. Ensuite, notre étoile est une naine jaune, qui représenterait donc seulement 10% de la totalité des étoiles de la Voie lactée et potentiellement de l'univers. Vous me direz jusque-là, rien de très commun, mais rien de totalement foufou non plus. Alors, si l'originalité de notre système solaire ne vient pas directement de son étoile, penchons-nous sur ce qui suit. Maintenant, on arrive dans un domaine qui est nettement plus intéressant. Observer des exoplanètes n'est pas une mince affaire, et nous n'en sommes qu'au balbutiement. Mais nous avons quand même à ce jour confirmé l'existence de 5044 d'entre elles, et 5767 sont en attente de confirmation. Alors attention, il faut bien prendre en compte que la plus grande partie l'a été via la méthode des transits. Et cette méthode favorise la détection de certains types de planètes. Néanmoins, les données que nous avons racontent une histoire qui est fascinante. Pour commencer, on sait que la région proche du Soleil est relativement vide. Il n'y a aucune planète entre Mercure et le Soleil. Et ensuite, la masse totale qui regroupe toutes les planètes telluriques, c'est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars, est relativement faible. En fait, ridiculement faible, avec moins de 2 masses terrestres au total. Et pourtant, d'après nos observations, dans l'immense majorité des cas, nous avons des exoplanètes orbitant dans la zone chaude de leur étoile. Et c'est de très loin la zone la plus peuplée. Elles sont d'ailleurs extrêmement variées, avec tous les types de planètes orbitant dans notre système solaire. Mais ce qu'on observe, c'est que dans plus de 80% des cas, ce sont des planètes au minimum aussi massives que la Terre. Et même dans plus de 65% des cas, ce sont des géantes, avec des super-terres, ou même des planètes du type de Neptune, ou même encore Jupiter. C'est d'emblée très bizarre tout ça. Puis, en observant d'un peu plus près, on s'aperçoit que dans de nombreux cas, elles orbitent proches, voire même extrêmement proches de leur étoile. Assez pour être en rotation synchrone, comme la Lune avec la Terre, complétant des orbites dans des temps records. Dans un deuxième temps, quand on observe les planètes de la zone habitable des autres étoiles, c'est un constat assez similaire. Nous avons plus de géantes gazeuses que de planètes telluriques. Ou bien à ce moment-là, ce sont des super-terres. Et c'est la zone la plus importante, puisqu'elle est censée pouvoir accueillir la vie. Dans cette zone, nous avons catalogué 53 exoplanètes, dont une mini-Terre, 21 Terres et 31 super-Terres. Mais dans leur voisinage direct, il y a 177 géantes gazeuses. Là encore, le système solaire fait figure de curiosité cosmique. Très loin de ce qui se fait habituellement, semble-t-il. Nous avons également le cas particulier de Mars, qui évolue lui aussi dans la zone habitable de notre étoile. Sa masse est extrêmement faible par rapport à sa position. C'est une curiosité de plus à mettre au bénéfice du système solaire. Enfin, en étudiant les zones les plus éloignées et les plus froides, nous trouvons quelques rares planètes telluriques, mais une grande majorité de géantes gazeuses, ce qui correspond ici beaucoup plus à l'image de notre système solaire. Dans nos études comme dans nos observations, il est important de garder un esprit ouvert et objectif. Ce que l'on constate aujourd'hui en découle directement. Il semblerait que notre système solaire est atypique, et en affinant nos critères, il deviendrait même carrément unique. Étant donné que nos avancées sont récentes et que nous avons fait un bond en avant dans le domaine de l'étude des exoplanètes, il est important de prendre en compte que les méthodes employées sont limitées par les techniques actuelles et qu'elles favorisent la découverte de planètes très massives. Est-ce que ça peut biaiser les résultats? Bien entendu. Néanmoins, les données actuelles pointent vers cette direction. Il est vrai qu'on pourrait argumenter que la Lune extrêmement massive de notre planète est une particularité singulière que l'on retrouve jusque-là nulle part ailleurs et qui semble bien difficile à reproduire. Si vous voulez plus d'infos sur le sujet, j'ai la vidéo qu'il vous faut juste ici. On pourrait aussi mettre en avant une autre particularité de notre système solaire, qui est sans nul doute l'élément le plus singulier et sa principale spécificité, la multitude de vies complexes et intelligentes qui recouvrent notre planète. Différents modèles ont été proposés pour tenter de répondre à la question de la position actuelle des planètes du système solaire. Je vous les présenterai, ainsi que les problèmes qu'ils posent dans un futur épisode. Mais avant cela,
Dans le prochain épisode, qui apparaîtra ici quand il sera disponible, nous allons voir ensemble les challenges à relever pour la détection et l'observation d'exoplanètes. Et en attendant, Google pense que vous pourriez aimer celle-ci. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, likez, ça aide la chaîne, et abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour démêler les connaissances. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.